Madame, Messieurs, bonsoir. Merci d'être de nôtres sur Télé Africa. Dans le cadre de votre émission, On vous dit tout, consacré au décryptage des résultats de l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Élection qui a vu la victoire du président Brice Clotaire Oligui Nguema avec un score sans appel de 90,35% de suffrage. Ce soir, avec notre invité, nous allons ensemble décrypter et analyser les contours de cette victoire. Monsieur Bruno V. Eban, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole officiel du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président de la République par les Gabonais lors de l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Alors, à 72 heures après cette annonce faite par le ministre de l'Intérieur, les populations continuent à célébrer cette victoire. Qu'est-ce qui explique un tel engouement autour du président Brice Clotaire Oligui Nguema? Merci pour l'invitation. Il faut dire que cet engouement est normal, en fait. C'est-à-dire que l'aura du président Brice Clotaire Oligui Nguema qu'il a obtenu depuis le 30 août 2023, alors que certains postulaient une érosion de sa popularité, le résultat de l'élection prouve à suffisance que le peuple gabonais lui accorde toujours sa confiance. Et cette confiance, justement, vous le disiez, est le résultat de 19 mois de transition où il n'a eu de cesse d'agir pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais. Ce score de 90,35%, vous disiez, est en fait une marque de confiance, une marque d'engagement du peuple gabonais à continuer à faire confiance au président de la République. Et ensuite, ce que nous devons percevoir dans cet engouement des Gabonais, c'est également le fait que c'est la première fois depuis l'indépendance du Gabon, ou au moins depuis le retour du multipartisme en 1990, oui, où unanimement, tout le monde est d'accord pour dire que cette élection a été une réussite, non seulement dans son organisation, mais aussi dans la participation, 70% de participation des Gabonais à cette élection. Alors, en plus de la victoire qui a été célébrée par les populations, il y a aussi les médias nationaux et internationaux qui se font des choux gras autour de cette victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, selon vous, qu'est-ce que suscite cet intérêt de ces médias-là au-delà de nos frontières? C'est-à-dire que, en réalité, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, on était habitué au Gabon à des contestations. D'abord à une mauvaise organisation du processus électoral et une organisation généralement verrouillée. Il vous souviendra par exemple qu'en 2023, les observateurs internationaux n'avaient pas été autorisés à entrer sur le territoire national afin de vérifier si le processus électoral se déroulerait selon les canaux internationaux. Cette année, il y a eu une ouverture totale du Gabon au regard international, l'accréditation des médias, l'accréditation des l'accréditation des médias, l'accréditation des observateurs internationaux. Oui. Tout cela a suscité de l'intérêt, bien entendu, alors que l'on postulait par habitude des défaillances au niveau du processus électoral qui se soldaient généralement par des contestations post-électorales et donc des morts au Gabon. D'accord. Parlons justement des observateurs accrédités pour la supervision de cette élection présidentielle, notamment celle de la présente au Gabon et ceux qui sont arrivés. Je pense à l'OIF, au Commonwealth, à la CEAC, à l'Union africaine. Autant ces observateurs ont été tous unanimes pour dire que, pour saluer la bonne organisation du scrutin. Est-ce que c'est une avancée notable pour notre démocratie? En fait, il faut dire que la vérité, c'est que les Gabonais ont exprimé une très grande maturité plutôt, en tête desquels le ministère de l'Intérieur. Les agents du ministère de l'Intérieur, ceux désignés dans la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et des référendums d'un côté, mais aussi l'autorité de contrôle des élections et des référendums, tous ces organes ont joué leur partition pour que cette élection se déroule dans les meilleures conditions. En fait, ce que l'on peut relever, c'est une organisation, malgré
quelques couacs à l'allumage ou durant le processus, cette élection a été brillamment organisée par le ministère de l'Intérieur, que l'on critiquait justement que, voilà, comme le ministre est désigné par le président de la transition, cela ne se passerait pas bien. On est unanime pour dire, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de contestation de résultats. On est unanime pour dire que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, que cette élection s'est déroulée parfaitement dans un climat d'apaisement. Les Gabonais ont pu se déplacer tranquillement pour aller voter. Il n'y a pas eu d'entrave. La législation électorale a été totalement respectée et le résultat des urnes et le résultat proclamé est le produit de ce qui se trouvait dans les urnes jusqu'à preuve du contraire de la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, un des observateurs l'a dit, qu'il supervise les élections depuis déjà 30 ans au Gabon, mais à chaque fois, il y a eu toujours contestation, il y a eu toujours des casses et des morts, mais pour cette élection, ça a été vraiment une réussite totale, il n'y a pas eu de casses, il n'y a pas eu de fusion de sang, et vraiment, c'était génial. Alors, pour continuer toujours dans l'organisation de cette élection du 12 avril dernier, cette élection a été organisée par le CTRI qui a élaboré le nouveau code électoral. Également, il a mis en place les commissions. Alors, est-ce que c'était un bon qualitatif à mettre au crédit du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema? Le président de la transition, lors de son discours de 4 septembre 2023, avait garanti à la communauté nationale et internationale l'organisation d'élections libres, justes et sincères. Et cela prendrait notamment appui sur la rédaction d'un code électoral résolument tourné vers la construction d'une démocratie durable. Ce code électoral, dont les membres qui l'ont rédigé ont été désignés par le président de la transition, après un communiqué du CTRI, ont rédigé ce code électoral sur les recommandations justement du dialogue national inclusif qui demandait notamment la création d'un certain nombre de dispositions qui garantiraient l'organisation d'une élection juste, une véritable élection politique équitable. Ce que je voudrais donc relever, c'est que cette élection, on a par exemple remarqué que les électeurs avaient le droit non seulement d'assister au processus électoral, mais aussi que le président du bureau de vote, de chaque bureau de vote, avait obligation d'afficher le procès verbal devant le bureau de vote après la proclamation des résultats. On a aussi un autre aspect, c'est la permission aux observateurs internationaux de rentrer dans les bureaux de vote et d'observer comment cela se déroule. Quelque chose qui a été remarqué par tous les observateurs, c'est l'isoloir. Dans tous les bureaux de vote, ce n'est plus un pagne que l'on prend, et puis comme à l'époque, là maintenant il y a un isoloir où le vote est résolument secret. Un certain nombre de dispositions à mettre totalement au crédit du CTRI et du président de la transition qui ont prouvé qu'on peut être dans un régime d'exception et en même temps être totalement démocratique. Alors on a aussi observé que durant le processus électoral, il n'y a pas eu de couvre-feu ni de restrictions de l'Internet pour la population. Qu'est-ce que cela vous suscite? Justement, si vous aviez suivi, lors du meeting de clôture au boulevard Bessieux, le vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-François Dombian, rigolait justement en disant qu'il était allé dans les supermarchés et les hypermarchés pour se rendre compte que toutes les marchandises étaient toujours achalandées. Il s'était posé la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi les Gabonais ne viennent pas faire les courses, pourquoi est-ce qu'ils ne vident pas les magasins, on dirait qu'ils sont sereins, ils n'ont peur de rien. Non, la garantie c'était l'organisation d'une élection dans le calme et dans l'apaisement, sans coupure d'Internet, sans couvre-feu, et les Gabonais pouvaient tranquillement vaquer à leur quiétude. La preuve, lundi, hier, tout le monde a repris le travail normalement. Donc, cela prouve à suffisance que
le problème de ce pays, c'était en réalité le système et pas particulièrement les hommes. Et dès que l'on donne aux hommes la capacité de bien faire les choses, ils le feront. Alors, pour terminer sur ce volet, peut-on désormais considérer le Gabon comme étant un bon élève sur le continent en matière d'organisation des scrutins électoraux, après l'organisation aboutie du référendum du 16 novembre 2024 et l'élection présidentielle du 12 avril 2024 La construction, 2025, je veux dire. oui, la construction de la démocratie se fait par petits pas. Vous avez bien fait de le noter, le référendum s'était bien passé, il y avait eu quelques couacs que l'on a corrigés cette fois-ci le 12 avril dernier. Il est fort à parier que lors des élections législatives, on s'améliore encore dans l'organisation des élections. Par petits pas, je crois que le Gabon va véritablement entrer dans le concert des nations d'États démocratiques en Afrique et dans le monde. Alors, nous sommes toujours avec Bruno Mveban, porte-parole officiel du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Alors, M. Mveban, après 24 heures, son élection à la tête, après 24 heures de son élection à la tête du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema a repris le chemin du travail. Est-ce dire que c'est un homme pressé? Mais c'est un homme pressé. C'est un homme pressé, pourquoi? C'est un homme pressé parce que les difficultés sociales et économiques vécues par les Gabonaises et les Gabonais ne peuvent pas attendre. Elles sont criardes, elles sont importantes. C'est l'eau, c'est l'électricité, c'est l'emploi, ce sont les routes. Si vous avez suivi le discours du candidat, du président de la République désormais, Brice Clotaire Oligui Nguema, hier, lors de la levée des couleurs au palais de la Rénovation, lui-même, il n'interprète pas forcément ces 90% comme un plébiscite. Il interprète ces 90% comme le cri de détresse des Gabonais. Il interprète ces 90% comme l'ensemble des difficultés des Gabonais. Il interprète ces 90% comme l'ensemble. 90% des problèmes des Gabonais doivent être résolus dans les 7 années à venir. C'est comme ça que nous interprétons, c'est comme ça que le président de la transition interprète ces résultats. Donc, il a repris le travail. Il faut que la paresse s'arrête dans ce pays, comme lui-même il l'a dit. Donc, est-ce qu'on ne peut pas confondre précipitation et vitesse dans ce cas? Parce qu'il veut bien faire, le temps court, mais on a vu dans le passé les autres qui ont voulu faire dans la précipitation et la vitesse, et puis bon, on a vu le chaos qui a suscité après. Il est pressé, mais il ne se précipite pas. Vous-même, vous l'avez aussi entendu. Il a clairement dit qu'il a déjà tout planifié et tout anticipé. Il sait à quel moment il va y avoir le redécoupage électoral, il sait à quel moment il va faire les élections législatives, il sait à quel moment telle politique publique va être mise en œuvre, telle autre va être élaborée et mise en œuvre. Donc, il y a déjà un chronogramme des 7 années à venir qui est clairement planifié. Et donc, il est pressé dans le sens où il faut rapidement résoudre les problèmes des Gabonais, améliorer leurs conditions de vie, mais cette amélioration passera par une méthodologie de travail déjà clairement définie dans le projet de société du président de la République. Alors, s'adressant hier au personnel de la première institution de la République, le chef de l'État a annoncé des grands mouvements qui devaient s'opérer dans les hautes administrations. Ce devoir de franchise envers ses collaborateurs est-il indispensable pour la bonne conduite des affaires de l'État? Non, il faut apprendre à dire la vérité aux Gabonais. Et quand on constate un certain nombre de limites, il ne faut pas faire la langue de bois, il faut leur dire clairement les choses. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que dans l'administration publique gabonaise, il y a en quelque sorte des barons qui occupent des fonctions qu'ils jugent comme être des titres fonciers et qu'ils jugent être inamovibles, et parfois ils font la pluie et le beau temps dès qu'ils occupent une fonction. Premièrement. Deuxièmement, la fonction publique, c'est pour faire carrière. C'est pour évoluer. Ce n'est pas pour stagner à un endroit, rester là, occuper la fonction, sans pour autant pouvoir laisser la possibilité aux autres d'aussi évoluer dans leur carrière. Deuxièmement. Troisièmement, il vous souviendra aussi que le président avait parlé d'un renouvellement de la classe politique. Plus globalement, on pourrait parler en réalité d'un renouvellement des élites. Donc, le changement, il ne faut pas en avoir peur. Vous devez voir le changement comme une possibilité
à accéder à d'autres opportunités pour évoluer, mais aussi une possibilité aux autres de venir et d'apprendre. Tout ceci participe justement de l'amélioration de l'administration publique que nous voulons tous performante. Mais comme vous l'avez si bien dit, il ne faut pas voir cette prise de parole de manière négative, mais plutôt de manière positive. Alors, justement, le président de la République a également annoncé continuer à faire confiance aux Gabonais qui ont une expérience avérée dans l'administration et les autres secteurs d'activité. Comment décryptez-vous cette déclaration du président de la République? La rupture que le président de la République prône, ce n'est pas une rupture des hommes, c'est une rupture du système. Dès que l'on a dit ça, on comprend aisément que tous ceux qui peuvent permettre à ce que l'action du président de la République soit efficace et efficiente seront généralement appelés à servir à ses côtés de manière directe ou de manière indirecte. Quand on prend la rupture, c'est une façon de dire que ceux qui étaient là avant, la rupture que d'autres personnes prennent, c'est de dire que ceux qui étaient là avant doivent partir pour laisser la place à d'autres personnes. Non. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient là avant, ils ont une certaine expérience, ils ont une certaine expertise, ils ont certaines pratiques et certaines capacités de faire. Et quand on veut gouverner un État, on ne part pas de zéro. Il est bien d'amener du sang neuf, mais en même temps, il est bon de conserver tous ceux qui ont l'expertise et l'expérience. Quoi qu'il arrive, il faut conserver ce qui permet d'améliorer l'action publique. Mais vous convenez bien qu'il y a dans un passé très, très proche, un des hommes politiques du Gabon a dit qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Nous ne le pensons pas. Nous disons on peut faire du neuf, bien entendu, en se servant des meilleurs qui étaient là. Je ne dirais pas des vieux, non, je dirais des meilleurs qui étaient là, mais aussi de nouvelles personnes qui viendront justement rafraîchir la machine pour que la machine ne s'ankylose pas et ne se bloque pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président prend l'inclusivité de tous. Il prend l'idée selon laquelle tous ceux qui peuvent l'aider et servir le Gabon à construire et à bâtir ce pays sont les bienvenus, peu importe leur bord politique. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce discours. C'est un discours d'inclusivité. Nous sommes tous des Gabonaises et des Gabonais. Il suffit que l'on nous mette dans les meilleures conditions possibles pour construire ce pays et on le fera sans hésiter. Alors, Brice Clotaire Oligui Nguema veut cultiver la valeur travail. Est-ce que cela ne doit pas-il passer par la mise en relief des mécanismes permettant de résoudre le chômage, notamment le chômage des jeunes, qui est grandissant et criard au Gabon? Oui, justement. Et pour revenir, ce travail, la valeur travail, c'est de dire, pour accéder au développement, il faut nécessairement se retrousser les manches et que tout le monde, à son niveau, essaye de faire son petit métier. Pour la question du chômage des jeunes, auprès de vos confrères de Gabon Première, lors du débat un candidat, un projet, vous vous souviendrez que le président de la transition, le président de la République, avait mis en évidence un certain nombre de projets, un certain nombre de politiques publiques qu'il entendait mettre en œuvre durant les 7 prochaines années afin de permettre à ces jeunes de trouver un emploi, notamment dans le secteur de l'entrepreneuriat. Vous avez d'un côté le crédit agricole à taux réduit, justement, qui permettrait un retour vers l'agriculture pour engager véritablement cette politique de suffisance alimentaire. De l'autre côté, vous avez, à côté des 4 milliards qui avaient été déjà remis à la Banque commerciale pour l'entrepreneuriat de Gabon, une rallonge de 20 milliards dans le cadre du projet « Aidez-moi à vous aider ». Et donc, à côté de ça, il y a aussi la question de l'adéquation formation-emploi, justement. Et donc, il faut multiplier les formations professionnalisantes, qualifiantes et certifiantes. Et cela passe par la possibilité à ces jeunes d'entrer dans le monde du travail sans forcément avoir d'expérience, parce que c'est là le véritable nœud du problème. En réalité, nous avons beaucoup de jeunes diplômés dans ce pays et qui n'accèdent pas au marché de l'emploi parce qu'ils n'ont pas forcément de l'expérience, une expérience qui est souvent requise obligatoirement par les entreprises. Et donc, le président de la République promet aux jeunes Gabonais un contrat d'alternance avec quelques mesures incitatives aux entreprises. Ce contrat d'alternance se fera en 2 temps. Premièrement, durant la formation, justement, le jeune en formation a la capacité d'intégrer le monde de l'entreprise et l'entreprise
on donne à cette entreprise un certain nombre de mesures incitatives. Elles auront notamment le label d'entreprise citoyenne. Oui. Donc, à côté de la RSE qui est prévue, il y aura aussi le label entreprise citoyenne qui est prévu à ces entreprises qui prendront ces jeunes Gabonais. À côté de cela, justement, il y a la diversification de l'offre de formation dans toutes les universités et grandes écoles pour justement enclencher cette véritable adéquation formation-emploi dont on parle depuis plusieurs années et aucune véritable politique publique n'est mise en œuvre dans ce sens. Alors, dans son projet de société présenté aux Gabonais et sur lequel il a été élu, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a mis un marqueur sur la nécessité de traduire en acte la décentralisation. Est-ce là un des chantiers prioritaires pour le président? Oui, il faut que les collectivités locales se développent. Cette décentralisation, je crois, on en parle, si ma mémoire est bonne, la première loi sur la décentralisation, si ma mémoire est bonne, c'est 1996. Cette loi qui a été révisée en 2014. Et il n'y a véritablement jamais eu un début de commencement de décentralisation. Il faut véritablement engager cette décentralisation. Cette décentralisation passera par la capacité des collectivités locales à lever des fonds. Donc, à côté de la RSE, il est prévu la contribution foncière unique. On commence à en parler un peu plus dans la société, mais comment ça va se passer? Ça va se passer par le fait que les collectivités locales vont prélever cette taxe foncière sur les propriétaires des titres fonciers. Mais après, vous me direz, mais il n'y a que 38 000 titres fonciers selon les chiffres attribués aux Gabonais actuellement. Mais comment est-ce que ça va être suffisant aux collectivités locales pour prélever ces fonds et pouvoir se développer? Voilà pourquoi dans le projet de société, Brice Clotaire Oligui Nguema prévoit aussi l'extension de son programme Un Gabonais, un titre foncier. Ce programme qui a commencé durant la transition, où je crois il y a 500 Gabonais, voire plus, qui ont eu des titres fonciers. Ce projet va être étendu non seulement à Libreville, mais aussi à l'ensemble du territoire national pour combattre la spéculation foncière d'un côté, mais aussi alléger la lourdeur administrative dans l'acquisition du titre foncier. Donc ce programme, un projet, un titre foncier, va permettre aux Gabonais d'accéder au titre de propriété à des prix défiant la concurrence. Vous voyez bien que le projet de société de Brice Clotaire Oligui Nguema, du président de la République, dans les 7 prochaines années, est un projet de société global, un projet de société dynamique, où tous les programmes sont interreliés, tout ceci pour emmener au développement du Gabon. Alors, est-ce que cela va se traduire par un réel transfert de pouvoir de l'administration centrale vers les collectivités locales? En tout cas, il va y avoir une délégation des compétences. L'État central qui se trouve à Libreville ne s'occupera plus forcément de tout. Je vais prendre un exemple, sans pour autant m'avancer. On n'aura plus forcément besoin, avec cette capacité des collectivités locales à collecter des fonds, à ce que ce soit encore l'État qui construise les écoles dans les villages. Les collectivités locales pourraient par exemple le faire. Ce ne sera plus par exemple à l'État d'entretenir les routes. Ce seront les collectivités locales qui tout ceci participent. Avec quels moyens? Si on connaît bien comment sont régies ces collectivités locales. Prenons le cas d'une collectivité locale comme celle de Mabanda. Il y a quelle activité là-bas pour pouvoir générer des fonds suffisants pour construire une école, bien pour entretenir la voirie urbaine? Nous ne disons pas que ce processus sera total dans les 7 prochaines années. Ce que nous disons, c'est qu'il faut enclencher ce processus. Il faut bien commencer. On parle tellement de cette décentralisation que l'on n'arrive pas forcément à la mettre en œuvre. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que ce sont des blocages institutionnels? Est-ce que ce sont des blocages politiques, voire politiciens? Ou bien ce sont des blocages financiers? Pour l'aspect du blocage financier, on a commencé à élaborer un certain nombre de solutions, comme je vous le disais, avec la RSE et la CFE d'un côté. C'est-à-dire que les populations de Bamanda qui auraient des titres fonciers contribueraient justement au budget de la localité, premièrement. Deuxièmement, il faut bien entendu, comme vous le disiez, développer ces communes, ces localités où il n'y a pas forcément de grandes activités économiques. Et cela passe par exemple par le développement de l'agriculture.
Voilà pourquoi je vous disais en amont, avec le crédit agricole à taux réduit, on donnera des fonds justement à ceux qui veulent s'engager dans le retour à la terre, créer des entreprises dans les différentes localités. Il y a un certain nombre de projets qui sont prévus. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut commencer ce processus pour que véritablement cette décentralisation soit enclenchée. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que le fait que tout repose sur l'État central n'a pas des moyens infinis. Il n'a pas des moyens, il a des moyens colossaux, certes, mais les problèmes sont tellement nombreux et importants que l'État ne peut pas forcément être présent partout. Il faut que l'État délègue, il faut que l'État décentralise, il faut que l'État trouve le moyen de permettre à toutes les régions du pays, à toutes les localités du pays de se développer par leurs propres moyens. Et cela passe par des mesures incitatives telles que celles que je vous présente. Alors, si vous voulez bien, on va aborder la troisième et dernière partie de cette émission. On va parler de politique. Le rassemblement des bâtisseurs qui a conduit la campagne électorale du candidat biscotaire Nguema s'est mu en parti politique. Une vaste campagne d'adhésion des populations est lancée. Y a-t-il un lien avec les prochaines échéances électorales? Effectivement, il y a un lien direct. Il est vrai que dans la nouvelle loi électorale, il va y avoir aussi des élections législatives qui sont prévues. Si vous vous rappelez, la loi électorale est maintenant un condensé avec tous les types d'élections d'un côté. De l'autre côté, le président de la République le disait, normalement avant 2026, il y aura l'organisation des élections législatives. Mais bien avant, il y aura la loi sur les partis politiques. Et dans le cadre des recommandations du dialogue national inclusif, un parti politique devra avoir au moins 18 000 membres pour être reconnu comme un parti politique. Cela rentre dans un cadre général de l'action du président de la République. C'est bien de lui avoir donné le pouvoir exécutif, mais ensuite, il faut lui donner le pouvoir de gouverner. Ce pouvoir de gouverner passe notamment par sa capacité à édicter les lois sans avoir de blocage au niveau de l'Assemblée nationale et ensuite du Sénat. Et donc, il faut structurer cette action au sein d'une organisation politique qui va porter des candidatures, justement, lors des échéances à venir, des candidatures qui viseront à soutenir le président de la République dans l'exercice de ses fonctions dans les 7 prochaines années. Alors, donc, est-ce que devons-on rester dans cette configuration actuelle dans laquelle on retrouve plus d'une centaine de partis politiques, ou va-t-on vers la formation de grands blocs? On va probablement aller vers la formation de grands blocs parce que, comme je vous l'ai dit, pour qu'un parti politique soit légalement reconnu, il faudrait qu'il ait 18 000 membres. Et ces 18 000 membres devront justement verser dans les pièces constitutives de leur dossier leur numéro d'identification personnelle, le fameux NIP, délivré par le ministère de l'Intérieur. Ceci pour avoir justement une véritable lisibilité dans le membership des partis politiques. Parce qu'en réalité, ce qui se passait, c'est que les partis politiques emmenaient une liste et puis on ne vérifiait pas forcément si c'était des personnes qui existaient vraiment, ce sont des personnes qui vivaient, et puis ils avaient au final le récépissé de création. Là, on va vers la création de véritables formations politiques avec des véritables membres, avec des idéologies pour éviter cette cacophonie de 100 000 membres. Ça me rappelle une contribution du professeur Flavien Enongwe qui se posait la question, avons-nous besoin de tous ces partis politiques? Je crois qu'il y a plus de 100 partis politiques au Gabon pour une population de 2 millions d'habitants. Si certains postulent l'idée d'une vitalité de l'expression et de la démocratie, on postule beaucoup plus de notre côté un désordre politique qu'il faut organiser pour qu'il y ait véritablement une vie politique organisée et que les populations, quand les partis se présentent en face des populations, elles aient de véritables choix, de véritables partis politiques et qui n'émergent pas seulement à l'orée des échéances électorales. Mais nous voyons bien que dans ces partis qui ont accepté d'adhérer à la plateforme de rassemblement des bâtisseurs, il y a beaucoup de formations politiques lors des échéances électorales. Comment doit-on faire la répartition? Je prends un exemple concret. On a le PDG qui a adhéré au rassemblement, on a on va dire l'ADER qui est dans le rassemblement, et les deux partis veulent positionner un candidat
à la députation ou bien au local? Comment ça va se faire? D'abord, il faut comprendre une chose. C'est que avant le 12 avril, tous ceux qui avaient adhéré au Rassemblement des bâtisseurs avaient adhéré à une plateforme. Vous vous souviendrez, le jour de la signature de sa fiche d'adhésion au Rassemblement des bâtisseurs en tant que plateforme, le président de la République l'avait clairement dit. Ce n'est pas qu'il absorbe, ce n'est pas qu'il fusionne. Après l'élection, tout le monde retourne d'où il vient. Donc, ces entités politiques n'ont pas disparu. Elles existent toujours. Pour le moment, ce Rassemblement des bâtisseurs, selon la communication de son coordinateur général, qui se transforme en parti politique et appelle les personnes physiques. Il n'a pas dit les personnes morales, il n'a pas parlé des partis politiques et des associations, il a parlé des personnes physiques à venir massivement intégrer le parti politique. La question que vous me posez est probablement celle de l'idée d'une majorité. Oui. Est-ce qu'il y aurait une majorité présidentielle après? Je ne peux pas m'avancer, n'étant pas dans le secret des dieux, ni des accords qui pourraient être signés ici et là. Pour le moment, la démarche qui est engagée au sein du Rassemblement des bâtisseurs, c'est de tenter de faire corps avec la loi quand elle verra le jour, notamment la loi sur les partis politiques. Et tous les partis politiques devront faire de même. Naturellement, les partis politiques qui ne pourront pas respecter toutes les dispositions légales sur la nouvelle loi des partis politiques qui rentrera en vigueur dans les mois à venir, disparaîtront et éventuellement leurs membres auront le choix d'intégrer les partis politiques qui auront rempli toutes les conditions. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas parler de candidature unique ou d'association. Pour le moment, nous parlons du fait que le Rassemblement des bâtisseurs est en train de se créer, de se muer en tant que parti politique pour anticiper la prochaine loi sur les partis politiques et justement respecter la réglementation en vigueur déjà clairement énoncée dans le rapport du dialogue national inclusif. Alors, le septennat qui va s'ouvrir avec la prestation des serments du président Brice Clotaire Oligui Nguema est un septennat de tous les défis. Alors, comment réussir le bon équilibre entre l'implantation du processus de restauration des institutions et l'amélioration des cadres de vie des populations? C'est comme je vous le disais, les 7 années à venir sont des années déterminantes dans tous les domaines de la vie publique et de la vie socio-économique des Gabonais. Si vous vous rappelez, dans le projet de société de Brice Clotaire Oligui Nguema, il place la restauration des institutions dans les 7 prochaines années à venir. Il place même la gouvernance institutionnelle de manière générale dans les 7 prochaines années à venir comme étant un des derniers piliers. Parce qu'en réalité, l'urgence, c'est l'eau, l'électricité, l'emploi, les routes. L'urgence, c'est l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Dans le même temps, on fera ce qu'il faut pour définitivement sortir de cette transition avec l'organisation des élections législatives, locales et sénatoriales pour véritablement tourner la page de cette transition. On fera tout cela, mais l'urgence, c'est l'amélioration des conditions de vie des Gabonais et tout sera fait. Et comme le président lui-même vous l'a dit, il y a un chronogramme qui est déjà clairement défini et d'ici 2026, non seulement nous aurons au Gabon une nouvelle Assemblée nationale, mais en plus, d'ici 2026, un certain nombre de projets de politique publique, un certain nombre de politiques publiques auront déjà vu le jour. Alors, M. Bruno Mveban, que pouvez-vous dire en guise de conclusion après ce plébiscite de Brice Clotaire Oligui Nguema lors de la présidentielle du 12 avril dernier? Ce que je peux dire, c'est que je prends ce chiffre comme un satisfecit, mais aussi dans un sens grave. Un satisfecit dans le cadre de l'organisation du processus électoral où les Gabonais se sont exprimés dans un climat d'apaisement, où les résultats communiqués sont le produit de ce qui se trouvait dans les urnes, preuve de la maturité du peuple gabonais, et dans la gravité, parce que la confiance accordée au président de la République résulte d'un sentiment de détresse, d'un sentiment où les Gabonais lui font confiance pour améliorer leurs conditions de vie. Et donc, ce n'est pas un acquis, d'où la reprise du travail lundi. Nous devons nous retrousser les manches, nous devons travailler dur pour accéder à ce développement que nous aspirons tous pour qu'enfin ce soit véritablement notre essor vers la félicité.
Voilà, c'est sur ces mots que nous mettons un terme à cette édition spéciale. Merci à vous qui nous avez regardés depuis chez vous. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.